Merci de bien vouloir couper vos micros et les questions peuvent être posées dans le chat et on pourra y répondre à la fin. Les prochains DGENR, donc comme j'ai annoncé tout à l'heure, ce sera le 15 septembre sur le contrat d'achat d'électricité présenté par mon collègue Maxime Petit-Colas. Les prochaines dates à retenir pour nos réseaux, ce sont le mercredi 9 juillet, il y aura la journée régionale du réseau des générateurs en Grand Est, avec une visite d'installation de VITI-PV sur des vignes en Allemagne, proche de Colmar. Et le 29 juillet, ce sera la journée régionale du réseau Géclair à Ville-sur-Iron, chez le collectif citoyen Soliron, qui ont développé des installations photovoltaïques avec la commune de Ville-sur-Iron. Petit rappel de qui se cache derrière le DGENR. Donc, c'est le réseau Géclair qui accompagne les collectifs citoyens dans le Grand Est et le réseau Générateur qui porte également des missions d'accompagnement, mais plus centrées sur les collectivités pour les projets d'énergie renouvelable. Et ces deux réseaux sont portés par nos trois associations. Donc l'ALE 08 sur l'ex-Champagne-Ardenne, Lorraine Énergie Renouvelable sur l'ex-Lorraine et Alter Alsace Énergie sur l'ex-Alsace. Euh, donc voilà, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Mathilde qui va introduire le sujet. Et du coup, Mathilde, si tu veux partager ton écran, c'est le moment. Ok, je remplace le partage actuel par la présentation. Donc, on va faire une présentation à trois voix. Alors, pourquoi je ne peux pas le lancer en diapo? Tout à l'heure, j'ai pu. Est-ce que vous voyez bien quand même ou je Enfin, ne peux pas le lancer ainsi, activer la modif. En mode projection. Ouais, Ah, c'est bon, ça arrive, ça arrive. Pardon. Tout à l'heure, ça a marché tout de suite, là. Ok, normalement, c'est bon. c'est Dites-moi. super. Oui. Alors donc comme je disais, on va faire cette présentation à trois voix, donc avec Élise et Olivier, l'élu de Terre-Touloise. Sur le sujet de la mutualisation du foncier public, on voulait vous présenter un exemple mis en place sur le territoire depuis 2019, qui est en fait un appel à manifestation d'intérêt sur l'ensemble du pays Terre de Lorraine, donc que vous avez sur cette carte. Pour remettre un petit peu en contexte, Terre de Lorraine, donc ce sont quatre intercommunalités qui se sont doutées d'un outil, le pays Terre de Lorraine, pour mutualiser un petit peu de l'ingénierie et pouvoir massifier des projets à l'échelle des quatre intercos et des 153 communes. L'objectif initial de cette AMI, c'était donc de faire émerger et surtout de maîtriser le développement des projets d'énergie renouvelable sur le territoire et particulièrement d'énergie solaire. Il faut savoir que le territoire a un passé industriel avec des friches, avec des carrières et que c'était un parfait terrain de jeu pour des développeurs et parfois beaucoup trop. Un trop beau terrain de jeu peut-être. Et donc il y a eu de multiples sollicitations auprès des élus qui ont choisi ensemble de monter cette AMI. Donc c'est bien sous couvert des intercos que cette AMI, sous couvert et avec les intercos que cette AMI a été publiée donc en 2019 pour la réalisation d'installations photovoltaïques au sol et d'ombrières et où l'histoire nous dira qu'il n'y a pas eu d'ombrières, on n'a eu que du PV au sol pour le moment. Mais dans l'AMI, au départ, c'était quand même fléché. Et donc, il y avait toute une charte de développement par rapport à cette AMI, avec quelques sites déjà préfléchés et une partie prospection. Les grands principes, c'est une slide avec beaucoup de texte, mais on a souhaité vous remettre rapidement la charte d'engagement des développeurs, qui n'a rien de très original, puisque, pour vous rappeler, la date de sortie de l'AMI, c'est 2019, donc ça remonte. Et à l'époque, tout ça était quand même assez balbutiant, mais néanmoins, cette AMI est sortie avec plusieurs grandes valeurs, notamment le fait que les terrains
à valeur agronomique ne devait pas être implanté. Donc tout ça bien avant la loi sur l'agrivoltaïsme, que le capital des sociétés ne devait pas être vendu à des investisseurs extérieurs sous une certaine durée, donc c'était 10 ans. Il y avait aussi des engagements au niveau du recyclage et de la technologie utilisée. Mais tout ça, c'est pas forcément très original pour l'époque. Ce qu'il était beaucoup plus, c'était que les lauréats de l'AMI, qui seront cités après, euh, avaient l'obligation d'ouvrir le capital des SAS à l'actionnariat local. Donc, c'est-à-dire que à l'époque, on avait mis financement participatif, qui est une petite erreur, puisque le vrai terme, c'est investissement participatif, puisqu'on souhaitait vraiment que le territoire puisse puisse monter au capital des sociétés. L'autre point particulier, c'est que les accès au marché de travaux et de maintenance ont été facilités, c'est-à-dire grande diffusion, large diffusion auprès des sociétés locales. Euh, voilà, pour créer de la valeur sur le territoire et surtout que cette valeur reste sur le territoire. Et l'ensemble de l'AMI a été copiloté par les différentes parties, donc les élus, les propriétaires fonciers, les collectivités, le pays. Il y avait aussi Géclair dans le lot. Et si je me trompe pas, on est bon. Donc voilà, sur cette partie copil, donc Olivier Yob et Élise Martin en parleront un petit peu plus tard. Donc, alors du coup, précisément sur la communauté de communes, et comme disait Mathilde, nous, on s'est porté volontaire et on était vraiment dans la dynamique de lancer un appel à manifestation d'intérêt parce que ça répondait à une problématique, on va dire, un peu d'effet d'aubaine pour certains opérateurs qui souhaitaient développer des parcs solaires au sol. En fait, on sentait cette année-là que on était sollicité un peu voilà, à droite à gauche par différents opérateurs de tailles différentes, on va dire de qualité un peu différentes aussi. Et parallèlement à nous, d'autres collectivités, d'autres PCI étaient sollicitées donc à l'échelle du pays. Et nos communes également, qui étaient propriétaires de fonciers, étaient aussi sollicitées. Et là, quand on a remarqué du coup que on avait voilà, beaucoup ouais, de demandes de ces opérateurs-là, on s'est dit, oh là là, ça va être un peu la foire d'empoigne. Il va y avoir peut-être une sorte aussi de spéculation foncière qui va se développer sur ces emprises publiques, hein, parce que c'était principalement des emprises qui appartenaient soit aux EPCI, soit aux communes. Et on s'est dit, bah mince, en fait, par rapport au loyer, notamment au tarif de loyer, on a peut-être des opérateurs qui vont nous proposer des loyers ou proposer aux communes des loyers hyper intéressants. Et du coup, nous, voilà, on allait répondre peut-être à ces appels, voilà, à ces appels du pied comme ça au niveau financier, alors que ce n'était pas ce qu'on recherchait. Ce qu'on recherchait, nous, c'était plutôt des projets qualitatifs avec un aspect voilà, d'investissement, comme disait, public, et puis de mobiliser aussi enfin, voilà, la population qui a une acceptabilité aussi locale. Donc, on a réfléchi, on a parlé à l'échelle du pays et on s'est dit, mais il faut qu'on essaye de poser quelques jalons par rapport à cette prospection-là faite par les opérateurs. Et puis surtout, comme disait Mathilde, d'avoir des engagements de la part de ces opérateurs-là et qu'on ne se retrouve pas avec voilà, des projets divers et variés et pas forcément qualitatifs sur le territoire. Voilà. Donc, à l'issue de cet AMI sur la CC2T, donc la communauté de communes, on a deux opérateurs qui sont positionnés. Donc, le premier consistait en un regroupement d'une SEM, une société d'économie mixte qui s'appelle CIPENR, avec donc à ses côtés Enercop, Ardennes, Énergie partagée et Egrega, plutôt en bureau d'études, voilà, plutôt opérationnel. Et puis, j'allais dire, face à cet opérateur-là, un autre opérateur qui avait plus, qui on va dire avait une plus grosse taille, qui avait plus de visibilité qu'on connaissait par rapport au premier, et c'était EDF Renouvelable, donc une filiale d'EDF. Voilà. Ce qui était un pari quand même de prendre deux lauréats et ce qui était un choix assumé puisque le COPIL aurait pu choisir un unique
développeurs et on a vraiment le groupement qui à l'époque n'avait jamais fait de parc au sol, si je me trompe pas, et EDF, donc David et Goliath, mais avec des forces et des faiblesses différentes qui ont permis de développer une plus grande diversité de modèles de parc. Mm. Et ça, c'est vrai que au départ, quand on a retenu donc le groupement hein, autour de SIPE ENR pour la réalisation du parc solaire à Écrouves, on s'est dit ça peut être un challenge. Enfin, c'est un challenge pour nous, collectivités publiques, pour CIPENR aussi, qui se lançait vraiment dans ces marchés de parc au sol. Et par contre, l'aspect participatif, l'aspect même au niveau des ateliers, de la mobilisation du public, des écoles, du fonctionnement, même après du parc solaire, ça nous a vraiment plu. Et on s'est dit, on va lancer le pari et miser sur cet opérateur-là. Et sincèrement, on a inauguré le parc l'année dernière maintenant, hein, il y a plus d'1 an de fonctionnement et on ne regrette pas du tout. Bien au contraire, si on peut développer d'autres projets avec cet opérateur-là, on le fera, puisque c'était un petit peu on va dire le petit développeur de l'équipe et ça a été le premier parc solaire qui est sorti, donc on regrette surtout pas. Le chantier s'est bien passé, la mise en fonctionnement aussi, et puis au niveau de l'acceptabilité locale des associations, tout s'est très très bien passé. Donc là-dessus, on regrette pas du tout. Donc sur notre territoire de la communauté de communes, il y avait 3 sites qui avaient été identifiés. Donc on est principalement sur des villages ou des petites villes. Pierre-Latrèche, Villers-Saint-Étienne, où c'est EDF Renouvelable qui a été retenu, et Écrouves, où là, donc, c'est le groupement autour de SIPE ENR qui a été retenu. Et donc, donc là, on est les 3 projets engagés, les 3 projets cités par Élise sont les projets vraiment engagés. Et en fait, la phase amont, qui a été une phase vraiment de concertation, en fait, au niveau du COPIL-COTEC, entre les élus, les technos, les collectivités, les instances de l'État, etc., ont permis de faire ressortir donc 21 sites potentiels. Et c'est vrai que c'est la connaissance de chacun, donc fine, du territoire, un peu plus méta, des développeurs, etc., qui a permis de faire sortir autant de sites pardon, sur ce territoire. Et donc à l'issue des différentes études technico-économiques, donc les 3 sites-là sont sortis. Il y en a un quatrième sur une autre Comcom qui est un site à tendance agrivoltaïque qui est en développement. Euh, et comment s'est opérée la prospection? Et ben, c'était de concert, simplement. Olivier, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à cette partie copil, prospection? Comment est-ce qu'on a mutualisé finalement nos forces pour faire sortir des projets? Oui, bonjour à tous et à toutes et à tous plutôt. Oui, juste vous redire merci pour vos 2 présentations parce qu'elles sont pleines et complètes. À ça, vous mettez une vraie volonté depuis les années 2010-2012 de ne pas se faire harakiri, si on peut le dire, par les développeurs de parcs photovoltaïques. Et donc, on a vraiment une acculturation sur ces sujets en en mutualisant techniciens et élus, parce qu'il a vraiment fallu rentrer dans cette phase-là où prendre de l'information et avoir suffisamment de connaissances pour partir vers cet AMI. Aujourd'hui, on peut parler de cet AMI avec des termes qu'on comprend bien et une philosophie qu'on peut affirmer aujourd'hui, mais en 2019, quand on a affirmé à la fois la nature des sols sur lesquels on voulait travailler, pas de terres agricoles, que des terres sur lesquelles il n'y avait absolument aucune valeur ajoutée à pouvoir positionner un parc, et puis toute la philosophie que Élise et Mathilde ont développée, vous avez bien compris qu'on ne parlait pas du tout avec le même discours que ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des bases. Hier, c'était quand même des impositions aux développeurs qui étaient pas toujours entendables. 3 parcs, donc un parc est aujourd'hui celui des groupes déjà en fonctionnement.
Et deux parcs sont en cours, je ne vais pas dire de développement et de raccordement, parce que c'est la plus grande des difficultés aussi, de pouvoir raccorder ces parcs. Et là, prenez énormément de précautions là-dessus, et beaucoup de temps, mettez du temps dans la procédure, mettez 1 an de temps dans une procédure de raccordement d'un parc sur un réseau, c'est à peu près le temps qu'il vous faudra. Juste vous dire que c'est vrai que on a dans les discussions apprécié fortement la SEM, la CIP ENR. Pourquoi? Par l'ouverture d'état d'esprit. Par l'ouverture d'état d'esprit, ils écrivaient en même temps qu'on pouvait l'imaginer, l'ensemble de cette participation des habitants au capital de ce nouvel équipement. Et ça qui est important, de la même façon où dans les échanges qu'on a pu avoir avec les associations et les riverains, il y a eu une ouverture d'esprit, une écoute qui a été d'excellente qualité. Et c'est un des points de réussite d'un parc, de l'acceptation d'un parc dans un territoire. Voilà ce que je pourrais rajouter à ce moment, et je reste à votre disposition. Et moi, je rajouterais juste aussi par rapport au foncier aussi, et rien qu'au repérage des sites, c'est qu'on a eu la chance, hein, quelque part, l'opportunité d'avoir prescrit un PLUI. H, un plan local d'urbanisme intercommunal, pendant cette phase de repérage des sites aussi. Donc ça veut dire qu'on a pu travailler à l'échelle des 41 communes sur des secteurs potentiels qui pouvaient accueillir ces parcs solaires, et donc, du coup, le zonage aussi qui allait bien, parce que par exemple, à Écrouves, on a créé un zonage dans le cadre du PLUI spécifique. On est sur du NPV, naturel parc solaire, mais c'est vraiment, du coup, une terre qui a été sanctuarisée, qui a été réservée pour la réalisation de parcs solaires. Donc, on a pu réfléchir donc à une échelle, j'allais dire, collégiale, à une échelle d'envergure, pour dire, bah, les secteurs, comme on disait, agricoles, naturels de verger, où il y a des protections, pas forcément du Natura 2000, du SNIEF, des choses comme ça, mais quand même où il y a une biodiversité à préserver, où il y a des paysages aussi à préserver, hein. Nous, on a la chance de, voilà, d'avoir un paysage de côte aussi. On a les boucles de la Moselle, et on s'est dit, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, même au niveau, j'allais dire, aspect esthétique et paysager de notre territoire. Donc, d'avoir élaboré notre PLUI et les différents zonages sur les communes nous ont aidé aussi à préserver certaines terres, voilà, qui avaient des atouts, et à identifier ensemble et à valider ensemble le foncier qui pouvait être valorisé sur du parc solaire. Voilà. Et on parle principalement parc solaire, on ne parle pas d'éoliennes, parce que sur notre territoire, par exemple, les éoliennes sont exclues, elles sont proscrites en fait, parce qu'on a des zones militaires, entre autres, d'aviation. Et donc, voilà, on a une réglementation, et on a un cadre légal qui fait que, voilà, on ne peut pas développer ce type de projet-là. Donc, on parle surtout de parcs solaires au sol, et puis de projets d'ombrières qui verront peut-être un jour, le jour. Donc Voilà. le mot, c'est planifié. Le mot, c'est planifié, c'est ça. C'est planifié collégialement, et avec voilà, certains enjeux qu'on partage, et puis avec quelques garde-fous quand même. Et ça, du coup, l'AMI, ça nous a permis de cadrer les choses, et on en est content, quoi. Mm. Ouais, je peux quand même, dans le collégial que Élise vient d'évoquer, c'est aussi un collégial à travers un pacte financier à l'intérieur de l'intercommunalité. C'est-à-dire que on a aussi posé la répartition de la richesse générée par ce parc dans le jeu de l'intercommunalité, de telle façon à ce que les communes n'aillent pas faire des projets pour avoir un revenu. Donc on a vraiment œuvré sur ce pacte financier pour que la facilité d'intégration, la facilité d'acceptation des autres communes se fasse. Hein, et sans oublier qu'on est rentré nous-mêmes en tant qu'intercommunalité dans le capital de ce PIENR. Et en autre pardon, collaboration effective sur les parcs donc, de Pierre-Latrèche et Villers-Saint-Étienne,
Donc vous vous rappelez que dans le groupement, il y a Énergique Enercop Nord-Est qui est un fonds, qui est une coopérative d'investissement citoyenne. Donc dans les parcs de Pierre-Latrèche, Ville et Saint-Étienne développés par EDF Renouvelable, Énergique va faire véhicule d'investissement pour que les habitants, les citoyens, les entreprises, les collectivités du territoire puissent monter avec Énergique au capital des sociétés d'EDF. Ce qui est non sans loin une petite victoire. Donc c'est super intéressant aussi de bouger ensemble les lignes avec des opérateurs historiques qui parfois sont rigides de nature parce que gros et parce que simplement c'est pas dans leur génétique. Donc voilà, cette AMI a fait évoluer beaucoup, je pense, le territoire. Euh, et également la petite victoire avec l'évolution, ou en tout cas un petit peu de changement chez EDF Renouvelable en espérant que ça puisse se reproduire sur les autres territoires. Je sais pas si... Mm. Olivier, c'est tout bon? Ouais, écoutez, moi je pense on a à peu près fait le tour. Ok. Donc si vous avez des questions, Mm. surtout n'hésitez pas. C'est vrai qu'on parle souvent du parc solaire d'Écrouves puisque c'est le premier qui est sorti et qu'il est un peu plus dans la mouvance de ce réseau. Mais voilà, il y a aussi d'autres modèles qui existent avec des développeurs différents du groupement, qu'on peut dire un peu alternatif quand même dans le monde du développement. Donc c'est aussi pour dire que il faut aller chercher jusqu'au bout ce que enfin, la mission d'une collectivité, c'est quand même que le territoire, à la fin, soit à minima non perdant et au mieux gagnant. Et voilà, sur l'investissement participatif, c'est quand même une mission pour une collectivité qui est super importante pour valoriser son territoire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, on a De une redire que question. bon, s'il n'y a pas de On a une question, question. On a une, à ça, on peut associer. On a une question, Olivier. Pardon, on a une question. on a une question dans le chat. Ok. On a Vas-y. une question dans le chat. Dans votre cahier des charges, vous n'aviez pas ciblé de site en particulier? Alors, il y avait des sites pré-ciblés, si, quand même. Notamment un travail qui avait été fait avec... c'était non, pas le PTB, le PFL? Non. Il n'y avait pas un travail notamment sur les friches, il y avait eu. Oui, bah en fait, chaque collectivité avait fait remonter en fait un ou deux sites sur son banc intercommunal qu'elle pressentait comme pouvoir accueillir ce Mm. type de parc. Et comme disait Mathilde, nous, la communauté de communes Terre Touloise, on est un territoire de friches, malheureusement, avec des friches industrielles, puisqu'on a des grosses usines, notamment Kléber-Michelin qui a fermé ses Mm. portes il y a plusieurs années, friches hospitalières aussi. Et là, sur l'espace du Génie, on est sur une friche militaire. Hein, on est sur un territoire de garnison où l'armée était fortement présente. Donc, Mm. nous, ça coulait de source de se dire du foncier militaire dégradé, pollué. Hein, on a métaux lourds, hydrocarbures dans le sol. Voilà, on va le laisser en jachère. On aurait pu le laisser complètement retourner entre guillemets à la nature, mais on s'est dit, oh, si on peut valoriser ce foncier-là avec le développement de d'ENR et un parc solaire, c'est d'autant mieux. Et puis, Euh, c'est en milieu urbain, c'est ouais. surtout ça aussi. Et- C'est-à-dire que mm, si cette friche avait été laissée telle qu'elle, finalement, euh, elle aurait pu, par exemple, dans un paysage en forêt ou autre, comme une ancienne carrière, mais là, pour le coup, on voit vraiment que c'est une terre de mauvaise qualité en plein milieu d'un centre urbain. Donc, c'est vrai que de la valoriser, c'était mm. aussi d'autant mieux. Ouais, c'est ça. On n'aurait pas fait autre chose à Mm. part voilà, la Mm. laisser retourner c'est ça, à la nature, entre guillemets. Donc, nous, on avait déjà identifié ce site
qui est une propriété intercommunale. Donc là, on avait voté hein, au niveau de l'interco en disant est-ce que vous êtes OK pour qu'on présente ce site? Et là, tous les élus communautaires avaient dit oui, Ok. banco. Et puis, on a deux communes, donc Pierre-Latrèche et Villers-Saint-Étienne, qui avaient fait remonter aussi leur site. Et c'est des sites qu'ils avaient déjà en tête depuis plusieurs Oui, années, puisque c'était d'anciennes carrières en fait qui avaient été exploitées pendant plusieurs dizaines d'années et sur lequel voilà, il se passait rien. Et on était sur du foncier aussi dégradé, des oui. sites dégradés, des gens anthropisés. Donc Puis qui continuait à être voilà. dégradé Mm, dans certains cas, notamment sur Villers, il y avait c'était un terrain de motocross mm, illégal. mm, Donc voilà, même s'il y avait une certaine valeur au niveau de la biodiversité, finalement, c'était toujours dégradé et toujours plus. Donc il y a eu ce côté-là aussi sur Villers et sur les autres intercos. Donc il y a eu des carrières, des anciennes décharges communales, comme mm. on les connaît beaucoup dans dans nos contrées rurales. Un site de la cale aussi, Ouais. de coopérative agricole, pareil, qui était pollué. Mm, Et il me semble qu'on a fait le tour. Et il faut savoir que juridiquement, dans un AMI, il faut des sites euh, mm, fléchés. On mm. ne peut pas dire venez chez nous. Regardez nos 153 communes et on juge votre offre en tant que développeur sur cette base. Non, il faut absolument des sites préfléchés. Et je ne sais plus si ça a été dit, mais il y a eu à peu près, je crois que c'était 8 candidats ont répondu à cette AMI à l'époque. Ben, merci pour vos réponses. D'ailleurs, il y a eu plusieurs questions encore sur le foncier. Donc, il y a Olivier Longin de la région Grand Est qui demande que sont devenus les autres sites potentiels. Alors, les autres sites potentiels, soit ils ont été, alors certains en fait étaient en balance pour redevenir du foncier économique et quand c'était le cas, c'est ce qui a été privilégié. Donc par exemple une ancienne friche, par exemple non polluée. Euh, sur l'exemple de la coopérative agricole, c'était du foncier privé. Donc à partir du moment où le développeur, les développeurs, parce que donc les deux lauréats avaient tous les sites, ont étudié tous les sites et ensuite c'est les élus qui ont choisi quel lauréat allait développer sur le site. Mm. Donc quand c'était du privé et que voilà, ça se passait pas forcément bien, bon bah là c'était plus forcément de notre ressort. Et autrement, a été réfléchi un développement peut-être plus petit, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 2019, il n'était pas du tout opportun de développer sur du 3, 4, 5 hectares, chose qui aujourd'hui est un peu plus opportun. Donc on les garde on les met de côté Mm. pour les regarder peut-être plus tard et pourquoi pas refaire un AMI ou autre. Mm. Et autrement, il y avait aussi des sites pour lesquels la sensibilité environnementale était beaucoup trop grande. Mm. Et donc là, forcément, Mm. ces sites-là, on les a prescrits de cette AMI puisque ça allait être délétère en fait de mettre un parc sur ce type de sol. Mm. Ok. Il y a des questions également sur sur l'appel à manifestation d'intérêt, notamment sur comment vous avez choisi les lauréats et Mhm. quels critères il y avait. Ouais. Euh, ouais, voilà. Il y avait une grille d'analyse assez Ok. classique. Mm. L'obligation, c'était tout ce qui était financement participatif. Là, pour le coup, ça a été un peu le juge de paix quand même. Euh, et, euh, et globalement, ce qui a été décrit dans la charte, là, en slide, au début des slides, était plus ou moins dans cette grille de notation, sachant que ça n'a pas valeur de marché public, etc. On est bien sur Mm. un outil plus léger que du marché public. Mais voilà, il y avait une grille de notation et les développeurs, dans le cahier des charges, avaient la grille. Ok. Donc critères participatifs en premier, quoi. Et Ça faisait un certain poids, ouais, dans la grille quand même. ok. Alors, le participatif, mais aussi l'implication locale au sens Mm. général, Mm. l'emploi des entreprises, plus local. Alors, bien sûr,
pour poser des panneaux, malheureusement, les entreprises du coin, c'est pas possible. Par contre, pour défricher, les travaux de voirie, tout ça, là, oui. Ouais, Mm. les clôtures. Ok. Et donc, il y a une autre question sur les lauréats. Et du coup, EDF Renouvelable a également proposé du financement participatif pour les autres sites. De l'investissement participatif, oui. Ouais, oui, C'est-à-dire oui. que c'est ce que je disais vers la fin, mais c'était peut-être pas très clair. En fait, EDF ont une certaine façon de fonctionner qui n'était pas tout à fait compatible avec cet investissement participatif. Et la solution qui a été trouvée, c'est que Energic, donc Enercop Nord-Est, sert de véhicule d'investissement pour les investisseurs du territoire. Donc, c'est-à-dire que c'est Energic qui monte au capital de la société de la SPV, donc la société de projet, pour le compte du territoire. Très bien. Et l'investissement devrait commencer, enfin l'ouverture du capital, enfin en tout cas l'ouverture de Energique sur cette campagne de financement devrait commencer. Alors on n'est pas encore tout à fait sûr parce que le raccordement est un petit peu repoussé, mais vers mai de l'année prochaine. Très bien. Et donc pour cette AMI, il y a Benoît qui demande si vous avez eu un accompagnement pour rédiger cet appel à manifestation d'intérêt. Non. Non, c'est vous qui avez Aucun. pris toutes les décisions. Ok. Aucun, en fait, au départ, donc quand les élus ont émis cette volonté on veut maîtriser, il y a eu des propositions donc conjointes pays interco et à validation et la validation a été faite et voilà, l'AMI a été lancée. Et puis, il partait pas de rien, cette AMI, hein. Ça faisait plusieurs années qu'on était sollicité de part et d'autre par des Mm. opérateurs. Donc, quand on a eu besoin de rédiger l'AMI, on savait ce qu'on voulait et on savait ce qu'on voulait pas. Et on savait, voilà, ce qu'allaient nous présenter aussi les opérateurs. Donc, voilà, le petit historique en amont fait que on était voilà, plutôt raccord sur ce qu'on voulait mettre en termes d'enjeux, d'attentes C'est ça. dans cette AMI. Donc, C'est une réponse collaborative des collectivités, quoi. tout à fait. Est-ce que il y a la question, parce que vous avez eu la labellisation projet citoyen pour le parc solaire du Génie à Écrouves, est-ce que pour les deux autres projets de Pierre Latrèche et Villers-Saint-Étienne, il y a aussi cette volonté d'être un projet citoyen selon le label d'énergie partagée? Alors, c'est pas possible puisque, en fait, il n'y a pas de minorité de blocage dans les sociétés de projet d'EDF, ce qui fait que, minorité de blocage, c'est simplement une minorité au capital qui est capable de mettre un veto sur telle ou telle décision. Donc les parcs-là ne sont pas labellisables puisque EDF ne met pas dans ces conditions une minorité de blocage. Et autre contre-argument pour le label, euh, le pourcentage de prise de participation citoyenne dans les sociétés de projet d'EDF ne sera pas suffisamment importante, puisque ça doit être 40% de mémoire dans le label. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on Ok. est plus bas. D'accord. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'ai l'impression que j'ai fait à peu près le tour. On a une information d'Olivier Longin pour les collectivités qui veulent approfondir le sujet foncier public. Il y a une formation d'énergie partagée qui aura lieu à Paris en novembre, animée par Énergie partagée et par le CNFPT. Oui, Et désolé hein, pour la page de pub. Euh, voilà, c'est la quatrième édition de cette formation que j'anime avec Énergie Partagée. Donc, qui permet d'aller plus loin et dans laquelle d'ailleurs on a un exercice pédagogique avec le cahier des charges de cette AMI, parmi d'autres.
Voilà. Je ferme la page de pub. Mais c'est vrai que j'ai suivi la formation, c'était très intéressant. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y en a pas d'autres, on va peut-être pouvoir conclure. Peut-être juste un petit mot avant la fin. À l'origine, on avait envisagé de parler également des moyens de mutualisation pour réfléchir de manière collective à développer des projets d'ENR sur du foncier privé cette fois-ci. Euh, on ne pouvait pas faire les deux parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous conseille. Je sais plus si cette vidéo et ce webinaire était réservé aux adhérents d'énergie partagée ou si elle est accessible à tout le monde. Mais ce webinaire s'appelle Attention foncier. Je peux peut-être mettre le lien dans le chat. Ça présente un, comment on va appeler ça? Un protocole qui avait été mis en place par la SEM ENR 44 avec les collectivités du 44 pour en fait justement faire face à ces sollicitations des développeurs au moment du questionnement sur les zones d'accélération pour un peu outiller les propriétaires de fonciers privés pardon, à répondre et à se concerter à l'échelle de l'Interco pour proposer un plan de développement des énergies renouvelables plus collectif. Voilà. Donc c'est très intéressant. Je vais le mettre dans le chat si j'arrive à retrouver le lien. Et, euh, et on va pouvoir... Je viens de mettre le lien vers le site Énergie Partagée. comment? Ah bah super, merci, merci Benoît. Eh bien, merci tout le monde, bon appétit, et puis on se revoit pour les questions d'achat de l'énergie le 15 septembre avec mon collègue Maxime Petit-Cola. Merci tout le monde et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci à Au vous, bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir.